Coucou, c'est Margot. Aujourd'hui, on va corriger le midterm 2022 de microéconomie. Alors, on va commencer par le QCM. Donc, question 1. La frontière des possibilités de consommation décrit-elle A. Le point de satiété. B. La disparition de la rareté. C. La contrainte budgétaire. D. La carte d'indifférence. Ou E. Aucune des propositions ci-dessous. La réponse, c'est la réponse C, la contrainte budgétaire. Elle délimite les choix de consommation possibles en fonction de notre budget. Les paniers de choix situés au-dessus de cette frontière sont donc au-dessus de notre budget et donc au-dessus de nos possibilités d'achat. Question 2. Une fonction d'utilité à deux biens du type U fonction de x, y est égale à x multiplié par y correspond-elle à des courbes d'indifférence A convexe, B concave, C en équerre, D droite, E aucune des propositions ci-dessous. Alors là, la bonne réponse c'est convexe. La formule de la courbe de convexité est en effet U fonction de x, y est égale à x multiplié par y. Ici, chaque bien nous apporte la même satisfaction qu'un autre et plus on consomme, plus notre plaisir diminue. Question 3. La notion du coût d'opportunité d'une consommation est relative à A. Son prix monétaire, B. À l'utilité marginale décroissante des biens achetés, C. À l'option la plus satisfaisante à laquelle le consommateur renonce, D. Au temps dépensé, ou E. Aucune des propositions ci-dessous. La réponse, c'est la C. À l'option la plus satisfaisante à laquelle le consommateur renonce. En effet, c'est le coût de ce qu'on a perdu en choisissant l'option A plutôt que l'option B. En étudiant à l'ESSEC, par exemple, je n'ai pas le temps de travailler à côté, j'ai donc le coût d'opportunité d'un éventuel salaire. Question 4. L'utilité totale tirée de la consommation d'un bien est A. Décroissante, B. Croissante, C. Constante ou D. Nulle. C'est la réponse B. Croissante. Si on continue de consommer un bien, c'est qu'on en a besoin ou qu'il nous apporte un certain plaisir. À partir du moment où ce n'est plus le cas, on arrête de le consommer. L'utilité totale est donc croissante. Question 5. Le principe de raisonnement marginal appliqué à un choix de consommation énonce que les individus continuent de consommer des unités d'un bien particulier jusqu'à ce que le bénéfice d'un achat supplémentaire corresponde à son coût total. A. Vrai. B. Faux. C'est faux. Le principe du raisonnement marginal appliqué à un choix de consommation énonce que les individus continuent de consommer des unités d'un bien particulier jusqu'à atteindre leur point de satiété, c'est-à-dire quand la consommation ne leur apporte plus de plaisir. Question 6. Le coût fixe de production d'une firme A. Incorpore les salaires des employés. B. Incorpore les coûts de chaque unité supplémentaire produite par l'entreprise. C. Aucune des propositions précédentes. Alors là, c'est aucune des propositions précédentes. Les coûts fixes d'une firme sont, par exemple, les équipements, le loyer, mais ni les salaires, ni les coûts de chaque unité supplémentaire. Question 7. Lorsque le coût marginal se trouve au-dessous du coût moyen, cela veut dire que A. Le coût marginal décroît nécessairement. B. Que la productivité du facteur fixe est croissante. C. Toutes les propositions précédentes. D. Aucune des propositions précédentes. Alors encore une fois, c'est aucune des propositions précédentes. Lorsque le coût marginal se trouve au-dessus du coût moyen, cela veut dire que l'entreprise réalise des économies d'échelle. Question 8. La pente d'une courbe d'indifférence rend compte A. Du rapport des prix nominaux. B. Des rapports des prix relatifs. C. Des taux d'échange subjectifs des biens. D. Des variations du revenu nominal du consommateur. E. Aucune des propositions précédentes. Là, c'est la réponse C. Des taux d'échange subjectifs des biens. En effet, elle permet de savoir combien de biens X le consommateur est prêt à sacrifier pour un bien Y en plus, tout en restant à un niveau de satisfaction constant. Question 9. Lorsque nous sommes à l'équilibre et que le prix relatif du facteur capital augmente, les chefs d'entreprise ont-ils tendance, toutes choses étant données, A. À augmenter les quantités produites, B. À adopter une combinaison de facteurs plus favorables au travail, C. À adopter une combinaison de facteurs plus favorables au capital, D. À diversifier la production, E. Aucune des propositions précédentes. Alors là, c'est la réponse B. À adopter une combinaison de facteurs plus favorables au travail. En effet, si le prix relatif du facteur capital augmente, les chefs d'entreprise qui tentent au maximum de minimiser leurs coûts vont tenter de trouver une combinaison de K et de L plus favorable au facteur L, ce qui minimisera leurs coûts en gardant une quantité constante. Et enfin, dernière question, question 10. Le TMST décrit-il A. Le point de satiété. B. La contrainte budgétaire. C. La capacité d'un facteur de production à se substituer à l'autre en maintenant constant le niveau de production. D. La carte d'indifférence.
E. Aucune des propositions précédentes. C'est la réponse C. La capacité d'un facteur de production à se substituer à l'autre en maintenant constant le niveau de production. En effet, le taux marginal de substitution technique TMST permet, comme son nom l'indique, de définir le nombre d'unités de facteur capital que l'on doit sacrifier pour augmenter la quantité de facteur travail d'une unité, de manière à maintenir la production constante. On va maintenant passer aux questions de cours. Donc la première question, rendement d'échelle et des économies d'échelle. Il faut expliquer toute la théorie du cours. Donc les rendements d'échelle sont le rapport entre la variation des facteurs de production L et K et la variation des quantités produites. Ils peuvent être croissants, c'est lorsque la quantité de production d'une entreprise augmente plus considérablement que la quantité des facteurs de production. Les rendements d'échelle sont donc croissants. Un exemple, j'ai 2 boulangers et une machine, je produis 50 baguettes. En rajoutant encore une fois 2 boulangers et une machine, je vais produire 150 baguettes. Ils peuvent aussi être décroissants, c'est lorsque la quantité de production d'une entreprise augmente moins que la quantité des facteurs de production. Les rendements d'échelle sont décroissants. Exemple, j'ai 2 boulangers et une machine, je produis 50 baguettes. En rajoutant encore une fois 2 boulangers et une machine, je vais seulement produire 75 baguettes. Mais les rendements d'échelle peuvent également être constants. C'est lorsque la quantité de production d'une entreprise augmente dans les mêmes proportions que la production de l'entreprise. Les rendements d'échelle sont donc constants. J'ai 2 boulangers et une machine, je produis 50 baguettes. En rajoutant 2 boulangers et une machine, je vais produire 100 baguettes. Les rendements d'échelle peuvent se calculer de plusieurs manières. La formule de la variation de K plus L divisée par la variation des quantités. Donc, si cette formule est inférieure à 1, les rendements sont croissants. Si cette formule est supérieure à 1, les rendements sont décroissants. Et si cette formule est égale à 1, alors les rendements sont constants. On peut la calculer également grâce à la fonction Cobb-Douglas. Donc, si alpha plus bêta sont supérieurs à 1, les rendements sont croissants. Si alpha plus bêta sont inférieurs à 1, les rendements sont décroissants. Et si alpha plus bêta sont égales à 1, alors les rendements sont constants. On peut également, de la troisième manière, calculer les rendements d'échelle grâce aux courbes du coût moyen et du coût marginal. Donc, coût moyen divisé par coût marginal est égal à S. Si S est supérieur à 1, les rendements sont croissants. Si S est inférieur à 1, les rendements sont décroissants. Et si S est égal à 1, les rendements sont constants. Les rendements d'échelle s'accompagnent d'économies ou des économies d'échelle. Les économies d'échelle sont la réduction des coûts unitaires de production quand la quantité de production d'une entreprise augmente. À mesure que l'entreprise produit davantage, ses coûts moyens de production diminuent. Au contraire, une entreprise peut faire face à des déséconomies d'échelle. Les déséconomies d'échelle se produisent lorsque l'augmentation de la taille de la production K plus L d'une entreprise entraîne une augmentation des coûts unitaires de production. En gros, plus l'entreprise devient grande, plus ses coûts moyens augmentent. Les économies et déséconomies d'échelle se calculent de 2 manières différentes. La formule de la variation du coût total divisée par la variation des quantités. Donc, si cette formule est supérieure à 1, c'est des déséconomies d'échelle. Et si cette formule est inférieure à 1, l'entreprise réalise des économies d'échelle. On peut également les calculer grâce aux courbes de coûts moyens et de coûts marginaux. Donc, coût moyen divisé par coût marginal est égal à S. Si S est supérieur à 1, alors l'entreprise fait des économies d'échelle. Si S est inférieur à 1, alors l'entreprise fait des déséconomies d'échelle. Lorsqu'une firme bénéficie de rendements d'échelle croissants, elle atteint une efficacité des plus optimales car elle utilise de moins en moins de facteurs de production K plus L pour augmenter sa production Q d'une unité supplémentaire. Et elle produit une unité supplémentaire à un coût moyen plus faible. Ces rendements d'échelle croissants s'accompagnent donc généralement d'économies d'échelle et vice-versa. Des rendements d'échelle décroissants s'accompagnent souvent de déséconomies d'échelle. On passe à la deuxième question de cours, les courbes d'Angel, graphiques et explications. Les courbes d'Angel correspondent aux courbes représentant le rapport entre la consommation d'un bien et le revenu du consommateur. Sur ce graphique, on constate qu'en abscisse, on a le revenu du consommateur, en ordonnée, on a la quantité de biens X consommés, et on a nos 2 courbes avec les biens de nécessité et les biens supérieurs, donc biens de nécessité en violet et biens supérieurs en orange.
Donc pour la courbe des biens nécessités, elle a une élasticité prix inférieure à 1, c'est-à-dire que la consommation de ce genre de biens augmente quand le revenu du consommateur augmente également. On peut prendre exemple sur, par exemple, du Nutella, ce qui est un bien assez classique, et quand notre revenu augmente, on achète souvent plus de Nutella. Pour la courbe de biens supérieurs, elle a une élasticité prix supérieure à 1. Donc c'est un bien dont la consommation augmente encore plus vite que le revenu augmente. Donc c'est-à-dire que si on a une grosse prime, on va acheter des choses comme des montres, des Rolex beaucoup plus vite. Et si on a une baisse de salaire, on va vraiment totalement arrêter d'acheter ce genre de choses. Ensuite, sur le deuxième graphique, on peut voir notre courbe de biens inférieurs. Donc la courbe de biens inférieurs, elle a une élasticité prix qui est inférieure à 0. Donc c'est un bien dont la consommation diminue quand le revenu augmente. Imaginons, c'est des coquillettes EcoPlus, par exemple. Quand votre salaire augmente, vous allez arrêter d'acheter ce bien, alors que quand votre salaire diminue, vous allez l'acheter beaucoup plus. On peut passer à la dernière partie de ce mi-terme, les exercices. Donc à partir des chiffres donnés dans le tableau, remplissez ci-dessous les cases vides. Donc comme case déjà remplie, on a la quantité produite, on a certaines cases du coût marginal, le coût variable moyen à Q2, ainsi que le coût fixe moyen à Q8. Donc pour résoudre le tableau, il y a une méthode. On commence par trouver le coût fixe grâce au coût fixe moyen. Donc le coût fixe moyen, pour le trouver, c'est le coût fixe divisé par les quantités. Le coût fixe moyen, on en a un, 2. Et pour trouver du coup le coût fixe, on va multiplier 2 par les quantités 8 et on va avoir 16. Le coût fixe, comme le nom l'indique, ne varie pas, il est fixe. On peut donc remplir toute la ligne des coûts fixes avec 16. On continue avec la ligne des coûts fixes moyens qu'on peut finir de compléter. Parce que, encore une fois, coût fixe moyen, c'est égal à coût fixe divisé par Q. Donc, 16 divisé par 0 est égal à 0, 16 divisé par 1 est égal à 16, 16 divisé par 2 est égal à 8, 16 divisé par 3 est égal à 5,3, et ainsi de suite. On peut également mettre 16 pour le coût total à Q0. En effet, même à quantité 0, il y a quand même des coûts fixes. Pour continuer, on va trouver le coût variable pour la quantité 2. Pour trouver le coût variable, on va s'aider du coût variable moyen et des quantités. Donc la formule du coût variable moyen est égale à coût variable divisé par quantité. On a le coût variable moyen et la quantité, on a juste du coup à les multiplier pour trouver notre coût variable. Donc 4 multiplié par 2 est égal à 8. Notre coût variable pour la quantité 2 est donc égal à 8. On peut donc ensuite commencer à remplir la ligne du coût total en commençant par le coût total pour la quantité 2. Pour la formule du coût total, c'est coût variable plus coût fixe. Donc, on a le coût variable qui est égal à 8 plus le coût fixe qui est égal à 16. Notre coût total pour la quantité 2 est donc égal à 24. On peut donc maintenant remplir toute la ligne du coût total en rajoutant le coût marginal à chaque quantité en plus. Pour le coût total pour Q2, c'est donc 24. 24 plus le coût marginal de Q3 est égal à 24 plus 4 est égal à 28 et ainsi de suite. 28 plus 3 est égal à 31, 31 plus 5, 36, 36 plus 8, 44, etc. Ensuite, on peut remplir la ligne du coût moyen. La formule du coût moyen, c'est coût total divisé par quantité. Le coût moyen à Q0 est donc égal à 16 divisé par 0, donc 0. Le coût moyen à Q1 est donc égal à 18 divisé par 1, donc 18. Le coût moyen à Q2, 24 divisé par 2. Coût moyen à Q3, 28 divisé par 3. Et ainsi de suite pour toute la ligne. Maintenant, on va pouvoir calculer le coût variable. On peut facilement remplir toute la ligne aussi. La formule du coût variable, c'est coût total moins coût fixe. Le coût fixe, il ne change pas, c'est 16. Notre coût total, on l'a à chaque fois. On soustrait 16 et ça nous donne nos coûts variables pour toutes les quantités. Et enfin, il ne nous reste plus qu'une ligne, la ligne du coût variable moyen à remplir. La formule, on l'a déjà vue au-dessus, c'est coût variable divisé par quantité. Coût variable moyen du coup à Q1, c'est égal à 2 divisé par 1, donc 2. Coût variable moyen à Q2, c'est égal à 8 divisé par 2, donc 4, et ainsi de suite. Et comme ça, on a enfin fini de remplir tout notre tableau. On va passer au dernier exercice de ce mi-terme, du coup l'exercice 2. Kim a des préférences qui peuvent être représentées par la fonction d'utilité suivante. U fonction de x, y est égale à 2 ln de x plus y.
Alors, indication, Hélène veut dire logarithme népérien. La dérivée partielle de cette fonction par rapport à x est 2 sur x et la dérivée partielle de cette fonction par rapport à y est 1. Soit R son revenu nominal et on note P, prix de x et prix de y, le prix unitaire des biens x et y. On suppose que R est égal à 10, que Px est égal à 1 et que Py est égal à 2. Trouvez la consommation optimale de Kim par les deux méthodes de calcul utilisées en cours. Donc, pour la première méthode, on va faire la méthode du Lagrangien. Donc, on a notre fonction d'utilité, U fonction de x, y est égal à 2 ln de x plus y. Pour ça, on a notre revenu nominal de 10, à lambda, notre prix du bien qui représente le multiplicateur de Lagrange, facteur du revenu auquel on soustrait le prix de x et de y. Donc, ça donne L fonction de x, y lambda est égal à 2 ln de x plus y plus lambda facteur de 10 moins x moins 2y. On va ensuite dériver Lagrange en fonction de x et de y. Donc L' de x est égal à 2 sur x moins 1 lambda. 2 sur x est égal à 1 lambda. Or, on constate en dérivant en fonction de y Lagrange que lambda est égal à 1 sur 2. Donc, on peut conclure que 1 sur 2 est égal à 2 sur x. Ça fait que 1 sur 2 est égal à 2 sur 4. Donc, x est égal à 4. Ensuite, on va dériver Lagrange en fonction de lambda. Donc, L' de lambda est égal à 10 moins x moins 2y égale 0. 10 moins 4 moins 2y est égal à 0. Donc, on a remplacé x par 4. 10 moins 4 est égal à 2y, 6 sur 2 est égal à 2y sur 2, 3 est égal à y. Le panier optimal est donc de 4 sur 3. Pour la deuxième méthode de calcul, on a une formule dans le cours qui nous dit que l'utilité marginale de x divisée par l'utilité marginale de y est égale au prix de x divisé par le prix de y. Pour l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y, ça nous revient à faire 2 sur x sur 1. Pour le prix de x sur le prix de y, le prix de x étant égal à 1 et le prix de y étant égal à 2, ça nous revient à faire 1 demi. Donc 2 sur x égale à 1 demi, x est donc égal à 4. Ensuite, on va reprendre notre équation, donc avec le revenu auquel on soustrait le prix de x et le prix de y. Donc 10 moins x moins 2y est égal à 0. Et on va substituer x par 4. Donc 10 moins 4 moins 2y est égal à 0. Ensuite, c'est tout simplement une équation. 10 moins 4 est égal à 2y, 6 est égal à 2y, 3 est égal à y. Notre panier de consommation optimale pour Kim est donc égal à 4,3.